Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Merci d'être avec nous, candidat à la présidence des Républicains, député de Lyon. On commence cette actualité bien sûr avec le baccalauréat, avec cette réaction exclusive pour LCI. Au micro de Morgan Popp, le ministre de l'Éducation nationale nous assure qu'il n'y aurait plus que 50 000 copies retenues par des enseignants grévistes. On l'écoute et on réagit juste après. J'ai bonne confiance dans le fait que progressivement le chiffre de copies qui manque va diminuer, descendre en dessous de 50 000 et même très en dessous de cela. Donc ça va devenir un phénomène assez marginal. Mais je veux saluer vraiment les professeurs, l'immense majorité des professeurs qui ont le sens du service public et qui ne sont pas rentrés dans ce jeu négatif. Je rappelle qu'il y a 175 000 correcteurs et qu'il y a moins de 2000 personnes qui ont pensé que ça pouvait être une chose intéressante de prendre les élèves en otage. Voilà Guillaume Larrivé, cette réaction du ministre de l'Éducation nationale et cette information. Moins de 50 000 copies retenues. On était à 126 000, 100 000 hier. Il gère bien ce conflit, le ministre de l'Éducation? Les professeurs grévistes ont tort, mais le ministre Jean-Michel Blanquer n'a pas entièrement raison. Les grévistes ont tort parce que je trouve très indigne de la part de maîtres qui doivent montrer l'exemple. Je trouve très indigne, en effet, de perturber les épreuves du bac et au fond de mettre en danger la sérénité des lycéens qui ont travaillé pendant de longues années pour préparer cet examen. C'est une faute grave et ça doit donner lieu à des sanctions. Mais Jean-Michel Blanquer lui-même n'a pas entièrement raison, je le crois, car je trouve qu'il fait beaucoup de bricolage assez bizarre dans cette affaire. Bricolage notamment et surtout parce que cette réforme du baccalauréat, elle va introduire beaucoup de contrôle continu. Et moi, je suis très attaché au principe d'égalité, à la méritocratie, à l'égalité républicaine. Et le contrôle continu, ça veut dire que lorsque cette réforme du bac entrera en vigueur, eh bien, il y aura des bacs parfois un peu supérieurs à d'autres et donc des bacs un peu inférieurs à d'autres. Et ça, je trouve ça très dangereux. Je reste sur la manière dont il gère actuellement le conflit, les résultats du bac, il l'assure. Ils seront tous dévoilés demain et il a choisi une méthode, c'est que s'il n'y a pas les copies, il donnera les notes du contrôle continu, la meilleure des deux notes de la sorte sera choisie. Il a raison de contourner ainsi les enseignants grévistes? Je crois que c'est, là encore, hélas, beaucoup de bricolage. Ça veut dire que, en réalité, certains élèves ne seront pas jugés au baccalauréat de la même manière cette année, là, en juin-juillet 2019, que d'autres élèves. Tout ça n'est évidemment pas satisfaisant. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale soit pleinement le ministre. Il doit exercer son autorité et il doit prendre à l'endroit des enseignants grévistes des sanctions. Je n'ai pas entendu qu'il ait pris aujourd'hui des sanctions lourdes qui sont absolument nécessaires et des procédures disciplinaires doivent être engagées au-delà de la rétention des salaires. La rétention des salaires a été annoncée, confirmée par le ministre hier. 10 à 15 jours de rétention, c'est ce qu'il a assuré. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Non, la rétention des salaires, c'est une conséquence d'un mouvement de grève. Mais je pense que des procédures disciplinaires doivent être engagées contre des professeurs qui, en réalité, ont manqué à leur devoir le plus élémentaire. On n'a pas le droit, en France, de bloquer les épreuves du baccalauréat en mettant en danger, en réalité, la scolarité normale des lycéens. Quelles sanctions, alors, Guillaume Larrivé? Ce sont aux procédures disciplinaires de les déterminer au terme d'une procédure contradictoire. Mais ça me paraît très important que l'école de la République, les lycées de la République soient des lieux où l'autorité de l'État et l'exemplarité s'exercent. Encore une fois, je ne suis pas favorable à la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer parce que je suis contre cette idée du contrôle continu. À titre personnel, moi-même, j'ai fait mon baccalauréat il y a bien longtemps, il y a 25 ans, dans un lycée, dans les Yvelines, qui n'était pas un grand lycée. Et je pense que si on avait pris en compte mes notes de contrôle continu, peut-être qu'on aurait considéré que ça ne valait pas la même chose que Louis le Grand ou Henri IV, où je n'étais pas élève. Moi, je suis pour l'égalité. Je suis pour le caractère anonyme des examens. Je suis pour l'idée que grâce à l'école de la République, on peut progresser, avancer dans la vie grâce à l'école. J'en viens à un autre sujet d'actualité, on l'a déjà beaucoup commenté, mais tout de même le casting européen pour les jobs, les top jobs comme on dit au niveau européen. On a commenté beaucoup le fait qu'il y avait 2 femmes qui allaient prendre la tête de la Commission européenne ou encore de la Banque centrale européenne. Ça c'est fait. Mais sur leur profil, elles sont de droite. Est-ce que finalement vous n'avez pas toutes les raisons de vous satisfaire, notamment de la politique qui a été encore une fois la menée par Emmanuel Macron sur ce dossier? Je pense que la question du casting, pour reprendre votre mot, est importante bien sûr, mais globalement elle est secondaire. Ce sont des personnes qui... C'est secondaire. Non, ce sont des personnes qui ont des talents, qui ont des compétences, bien sûr. Le vrai sujet,
Le vrai sujet, ça va être les politiques publiques qui vont être conduites, d'une part par le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, d'autre part par le Parlement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas 3 personnes qui vont diriger l'Europe. Il y a parfois une espèce de biais médiatique, comme si on avait désigné les chefs de l'Europe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, ce qui va me passionner dans les semaines, dans les mois à venir, c'est est-ce qu'on est ou pas capable, à l'échelle de ces nouvelles institutions européennes, de changer les politiques européennes. Je n'oublie pas ce qu'on a dit il y a quelques semaines au moment de la campagne. On a besoin de changer l'Europe. On a besoin de rompre avec l'immigration de masse. On a besoin de rompre avec la naïveté dans les négociations commerciales. On a besoin de rompre avec une approche du droit de la concurrence qui est stupide, qui nous empêche d'avoir des champions européens. On a besoin de plus d'innovation, de plus d'investissement dans les technologies d'avenir. C'est ça qui m'intéresse. La question de savoir si c'est X ou Y, ça a été décidé, très bien, dont acte. Je crois que ce sont des personnalités sérieuses. La question de savoir que Christine Lagarde a été reconnue coupable de négligence en 2007 par la Cour de justice de la République, dispensée de peine, je le précise. Que la ministre allemande Ursula von der Leyen fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire, c'est un non-sujet, selon vous? Je constate que la décision de nomination a été engagée. Je voudrais maintenant qu'on ne se concentre pas sur les personnes, sur le passé et parfois sur le passif. Je voudrais qu'on se concentre. Oui, mais je voudrais qu'on se concentre. C'est mon approche sur les résultats concrets qu'on apporte aux citoyens de France et aux citoyens d'Europe. Je pense que la vie politique ne gagne rien à se perdre dans des polémiques permanentes. Ce qui compte, c'est les sujets de fond que je viens d'évoquer. L'innovation, la lutte contre l'immigration de masse, une nouvelle politique de la concurrence, une capacité ou pas à définir une vraie barrière écologique pour que les produits qu'on mange en Europe soient des produits en Europe ou des produits qui sont importés dans des pays qui respectent la trajectoire environnementale. Ça ressemble à un programme européen du candidat Guillaume Larrivé, puisque vous êtes candidat, je l'ai dit en début d'interview, pour prendre la tête de votre parti. Absolument. Les Républicains, après le départ de Laurent Wauquiez, la débâcle aussi des Républicains. Vous n'êtes pas seul, il y a Julien Aubert également, qui est candidat, et Christian Jacob, lui, il est le patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale. Pourquoi ce serait vous? Pourquoi vous seriez le bon? Écoutez, moi j'ai choisi de présenter cette candidature à la présidence des Républicains pour tracer un nouveau chemin. Ce que je veux, c'est une chose assez simple. Je pense que les Républicains, on ne doit pas être perçus comme un petit parti de protestation. On doit se transformer pour devenir demain le grand mouvement de l'après-Macron. C'est un grand défi qu'on doit relever. Et je veux dire à votre antenne ce matin, aux 130 000 militants, compagnons républicains, qu'on peut retrouver une fierté collective, qu'on a un avenir, qu'on doit être capable, et on va être capable, de proposer des solutions aux Français. Alors, il y a d'autres personnes, effectivement, qui participent à ce débat. Pourquoi cette fierté collective, je trouve ça très bien. Vous y arriveriez mieux que Christian Jacob, par exemple, qui incarne depuis longtemps, lui aussi, ce parti par bien des biais? Eh bien, je pense que ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de profil. Et je suis heureux que dans ce débat qui s'annonce, on se retrouve avec Christian, avec Julien, qui sont des bons collègues, qui sont des bons compagnons. On a zéro problème de personne. Vous verrez, on fera une campagne qui va être une campagne très, très respectueuse. Ce que je veux porter, c'est de 2019 à 2021, pendant 2 ans, c'est une capacité collective à construire ce projet pour la France que nous, les Républicains, on a le devoir de porter. Parce que notre devoir, Amélie Carrouer, c'est de ne pas laisser les Français prisonniers d'une espèce de duo ou de duel, faux duel, vrai duo, Macron-Le Pen. On a le devoir, parce qu'on est les héritiers du gaullisme, du Chiracisme, du Sarkozysme, d'inventer aujourd'hui des solutions pour les Français. Et je vais le faire avec beaucoup d'énergie. Vous savez, ça fait 25 ans déjà, même si j'ai 42 ans, ça fait 25 ans que je suis dans cette famille politique. Je suis très engagé parce que je suis patriote, j'ai des choses à dire, je suis président de ma fédération dans Lyon, je suis député depuis 7 ans maintenant, et j'ai une équipe, je suis heureux qu'Éric Woerth, des sénateurs récemment élus comme Muriel Jourda ou Jérôme Bachet, des députés comme Gilles Lurton, Constance Legris, m'aient rejoint. On est en train de faire une équipe collective et je vais aussi sur le terrain. Dès ce soir, par exemple, je suis dans l'Allier, au barbecue de la Fédération des Républicains de l'Allier, parce qu'il faut qu'on mobilise nos compagnons et qu'on reconstruise ce mouvement. Ce qui va compter, c'est votre stratégie. Vous avez parlé de duel, par exemple. Vous, patron des Républicains, vous sanctionneriez les députés qui ont dîné, partagé un repas avec Marion Maréchal. Quelle serait votre position? Mais vous savez, on n'est pas en Union soviétique. On n'est pas là pour sanctionner, pour guillotiner, on ne va pas faire les procès de Moscou. Mais on a besoin de clarté. Et la ligne que je défends, c'est une ligne claire. On n'est pas dans le reniement de ce que nous sommes, on n'est pas non plus dans le ralliement à X ou Y. On n'est pas à vendre. Moi, je le dis très clairement, on n'a pas du tout vocation à devenir des supplétifs du macronisme ou du lepénisme. Concrètement, sur cette question, les députés
si vous preniez la tête du parti Les Républicains, qui irait rencontrer ainsi et partager un moment avec Marion Maréchal, vous faites quoi? Alors d'abord, ce n'est pas les députés, il y a eu un député et Des un parlementaires, sénateur. des élus, des députés. Je considère faites-vous qu'il est possible de dîner, de prendre un café avec X ou Y à titre privé. Mais notamment Marion Maréchal. Il est possible de prendre un café. Nous ne sommes pas, encore une fois, en Union soviétique. On ne va pas faire un procès de Moscou. Je ne vais pas non plus installer une guillotine place de la Concorde pour aller guillotiner des personnes qui vont prendre un café avec X ou Y. Mais on a besoin de clarté. Il n'est pas question d'avoir des accords d'appareil. Moi, je suis totalement hostile à ce qui serait de la confusion. C'est à nous de tracer notre ligne. Et je vais vous dire, Amélie Carrouer, on ne va pas tomber dans le piège. Ce n'est pas un piège que vous me tendez, vous avez raison de poser une question qui est dans le débat public. Mais le piège, il nous est tendu du côté macroniste, il nous est tendu du côté le péniste. On n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges. Traçons notre propre ligne. Vous faites comment pour tracer votre ligne face à Emmanuel Macron? D'ailleurs, en ce moment, juste un commentaire, parenthèse, il remonte dans les sondages, il retrouve le niveau d'avant l'affaire Benalla. Vous avez été membre de la commission d'enquête, vous l'analysez rapidement comme ça, c'est bon score pour le président. Je ne suis pas là pour commenter les sondages. Je constate juste qu'il y a un mois, au moment des élections européennes, les Républicains ont fait un mauvais score, certes, mais le parti macroniste a réuni seulement un Français sur 10. Donc je constate que dans l'opinion publique, il n'y a pas un immense soutien. Mais vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je ne vais pas éluder votre question. Moi, je veux qu'on ait une approche qui soit une approche opérationnelle. Pour le dire plus clairement, quand un truc est bien, j'ai aucun problème à l'approuver. J'ai voté les ordonnances réformant le marché du travail, par exemple. Voilà. S'il nous dit que l'eau bout à 100 degrés, aucun problème. Mais je pense aussi qu'on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord. La pratique du pouvoir par Emmanuel Macron, elle est sectaire. J'ai même fait un bouquin il y a quelques mois pour l'analyser, pour le dénoncer. Sa volonté de piétiner le Parlement, son refus de parler au corps intermédiaire, cette espèce de sectarisme invraisemblable qui fait qu'il serait le seul à détenir le monopole du beau, du bien, de la vertu, ça n'est pas acceptable. Et il a besoin de contradictions, parce que la démocratie, Amélie Carrouer, c'est ça, c'est le pluralisme des idées, c'est la compétence, c'est le sérieux, mais c'est aussi le débat. Parce que s'il n'y a pas de débat dans la vie politique, où est-ce que le débat se fera? Il se fera dans la rue et dans l'affrontement. Justement, très rapidement une question. Quand vous avez vu que Nicolas Sarkozy déclarait que pour lui c'était fini définitivement la politique, vous vous êtes dit ouf, on va pouvoir passer au renouvellement des Républicains? Je ne raisonne pas en ces termes. Pour moi, Nicolas Sarkozy, dont j'étais le collaborateur pendant 7 ans, place Beauvau à l'Élysée, reste évidemment une référence. Il m'a beaucoup appris. Il m'a donné non seulement une leçon de politique, mais une vraie leçon de vie. Il m'a appris la liberté, il m'a appris la ténacité. Et seule la liberté, seule la ténacité permettent l'espérance et permettent de gagner. Donc le Sarkozy, c'est une belle leçon. Et en déclarant librement ma candidature à la présidence des Républicains, à certains égards, je suis plus que jamais sarkozyste. Éric Ciotti dit que la droite, les Républicains, doivent être plus proactifs sur les questions sociétales. Par exemple, du coup, sur la PMA, votre position, c'est quoi? Il faut étendre à toutes les femmes? Je suis encore en réflexion pour 2 raisons. Un, j'attends, et ça c'est parce que sans doute je suis juriste et je suis d'abord un membre du Conseil d'État engagé dans la vie publique, mais j'attends d'être saisi d'un texte ultra précis, article par article, alinéa par alinéa, parce qu'il y a des tas de questions précises, techniques qui se posent, premièrement. Et deuxièmement, sur le fond, sur cette question de la PMA, je suis favorable à ce qu'on respecte la liberté de toutes les femmes sans franchir la barrière qui nous séparerait du transhumanisme. Je ne voudrais pas, Amélie Carrouer, qu'on se réveille dans 5, 10, 15, 20 ans, dans une société transhumaniste qui ne respecte pas la personne humaine. Et donc, je suis encore en réflexion et en doute, et je revendique le droit, et même le devoir de la réflexion et du doute sur un sujet aussi compliqué. Au moment du vote. Question économique maintenant. L'UNEDIC, c'est à lire dans les Échos aujourd'hui. La réforme de l'assurance chômage pénaliserait un chômeur indemnisé sur 5. C'est un document confidentiel de l'UNEDIC qui estime à environ 500 000 le nombre de personnes dont l'ouverture du droit à indemnisation serait retardée ou annulée à partir d'avril 2020. Une fois que j'ai dit ça, vous pensez comme Muriel Pénicaud que cette réforme peut surtout aider à sortir du chômage, ou comme d'autres leaders de gauche qui l'ont exprimé dès hier, vous voyez surtout la pénalisation de centaines de milliers de chômeurs? J'ai beaucoup échangé sur le terrain avec un certain nombre de responsables d'organisations professionnelles sur cette question. J'ai une inquiétude très forte, c'est qui concerne la situation des cadres. Les cadres, aujourd'hui, ils sont très contributeurs au régime d'assurance chômage, et ils seraient les plus ciblés, les plus pénalisés par la réforme de Madame Pénicaud. Donc vraiment, je tire une sorte de sonnette d'alarme très forte sur la situation des cadres. Sur ce point que je viens d'évoquer, ce document de l'UNEDIC avec 500 000 personnes potentiellement qui seraient pénalisées par un
la faut réforme. qu'on ait un système d'assurance chômage rénové. Et je suis parfaitement d'accord sur une orientation qui consiste en réalité à être un peu plus stimulant dans les règles d'assurance chômage. Mais il ne faut pas perdre de vue un objectif d'équité. Et encore une fois, sur la situation particulière des cadres, on ne peut pas leur dire vous êtes les plus grands contributeurs et vous serez en réalité les plus petits bénéficiaires du système d'assurance chômage. Parce que l'assurance chômage, c'est une assurance. C'est aussi ce qui permet de rebondir entre deux jobs. Et je ne voudrais pas qu'on laisse de côté notamment des cadres de 45-50 ans qui ont cotisé pour bénéficier de cette capacité de rebond dans la vie Je professionnelle. voudrais prendre le temps qui nous reste pour vous interroger sur une question de société, d'actualité aussi, qui est importante, qui est grave. Hier, à Saint-Denis, une femme enceinte a été tuée par son compagnon. Il s'agit du 71e féminicide depuis le mois de janvier. C'est la une de Libération également. Je rappelle les chiffres, 220 000 femmes chaque année victimes de violences de la part de leurs conjoints. 107 femmes sont mortes dans ces conditions en 2018. Vous feriez quoi si vous preniez effectivement la tête du parti? Vous en feriez une priorité, vous, Guillaume Larrivé? Je pense que les violences que subissent les femmes sont une des plus grandes et plus graves indignités qui frappent aujourd'hui notre société. Et par conséquent, il me semble absolument essentiel qu'on définisse un vrai plan de mobilisation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au plan juridique, je suis totalement d'accord avec l'idée qui a été avancée par Nicole Belloubet de généraliser dans la loi la possibilité des bracelets électroniques pour éloigner les conjoints violents. On a quelques exemples en Espagne d'expériences qui montrent que ça peut fonctionner. Si on a besoin de modifier la loi, faisons-le vite pour avoir ces bracelets électroniques qui éloignent les conjoints violents. Et puis sur le terrain, ce que je veux vous dire, Amélie Carwer, c'est qu'il faut multiplier des expériences comme qui existent dans mon département dans l'Yonne. Je travaille notamment avec une élue de la Puise-et-Forterre, Isabelle Froment-Meurice, dans la circonscription dont je suis le député, qui est en train de recenser tous les logements vacants, les logements sociaux, les gîtes, qui permettent à des femmes en situation aussi de précarité sociale de quitter le domicile où elles sont menacées par un conjoint violent. C'est aussi des mesures très concrètes de prévention comme ça sur le terrain dont on a besoin. Et malheureusement, je pense que l'actualité nous amènera à en reparler encore. Absolument. Je vous remercie d'avoir été notre Merci invité, Guillaume Larrivé. La matinale se poursuit avec vous, Pascal.